Bonjour, bien, je m'appelle Thomas Lavergne et donc je suis rythmologue à l'hôpital Pompidou. Il y a quatre grands symptômes cardiovasculaires. Donc, le professeur Antoine Lafont vous a brillamment exposé les douleurs thoraciques et moi je vais vous traiter de deux autres symptômes qui sont donc les syncopes, l'hypothymie, les palpitations. Il y a un rapport un petit peu entre les deux, vous allez le voir au cours de ce cours. Exactement. Bien, donc les malaises, c'est un terme habituellement utilisé par le patient lorsqu'il vient vous voir en consultation. Il veut dire j'ai eu un malaise. En fait, ça recouvre à un certain nombre de symptômes et ça sera à vous finalement de faire la part des choses et de classifier ce malaise. Et donc en gros, on distingue les malaises avec perte de connaissance et les malaises sans perte de connaissance. Et parmi chacun de ces sous-entités, eh bien, vous allez trouver en fonction de la physiopathologie les syncopes qui correspondent à une hypoperfusion cérébrale, avec, dans le cas d'un malaise avec perte de connaissance, ou les autres pertes de connaissance dues à d'autres mécanismes que la hypoperfusion cérébrale. Et de la même façon, pour les malaises sans perte de connaissance, on va distinguer les lipothymies qui correspondent à une hypoperfusion cérébrale et les malaises sans perte de connaissance par un autre mécanisme que l'hypoperfusion. Donc vous voyez, le mécanisme physiopathologique est très important pour classer les différents types de malaise. Alors la syncope, elle a une définition extrêmement précise qu'il faut connaître parce que c'est un beau petit sujet à l'examen, c'est facile à corriger. Et donc il faut un certain nombre de caractéristiques qu'il faudra bien donner. Bien sûr, la première chose, c'est une perte de connaissance due à une diminution du débit cérébral. Diminution du débit de perfusion cérébrale, c'est ça qui permet de classifier la perte de connaissance comme étant une syncope. Par ailleurs, cette perte de connaissance est en général brève, sera complète avec une chute, parce que vous aurez une perte du tonus postural, et vous aurez une récupération spontanée, parce qu'une perte de connaissance par hypoperfusion cérébrale qui ne s'arrête pas spontanément, ça aboutit au décès du patient. C'est un arrêt cardio-circulatoire, en général dû à une fibrillation ventriculaire. Donc là, il faut bien connaître cette définition qui est importante, non pas pour avoir des bons points à l'examen, mais pour faire le bon diagnostic lorsque vous verrez des patients aux urgences qui se présentent secondairement une syncope. Il existe toujours des formes cliniques, et vous aurez à ce moment-là des formes prolongées. On a dit dans la définition que c'était une perte de connaissance qui était brève. En fait, il est possible que la perte de connaissance se prolonge plusieurs dizaines de secondes. Plus ça se prolonge, moins c'est bon pour le cerveau, bien sûr. Et à ce moment-là, vous verrez apparaître des signes associés qui sont des mouvements convulsifs, des pertes d'urine, du morsure de langue, dû à des convulsions, et ceci évoque en général plutôt une épilepsie, mais vous pouvez avoir ces signes qui apparaissent plusieurs dizaines de secondes après le début de la syncope. Donc à la différence de l'épilepsie où ces signes, c'est-à-dire les convulsions, perte d'urine, morsure de langue, apparaissent extrêmement précocement dès que le patient perd connaissance, dans la syncope d'origine cardiovasculaire, eh bien, ces signes peuvent apparaître, mais après plusieurs dizaines de secondes de perte de connaissance. Donc ça aussi, bien sûr, ce n'est pas le patient qui va vous le raconter, mais ça sera l'entourage et on va voir tout à l'heure l'importance de l'interrogatoire dans l'exploration de ces patients. Deuxième forme clinique possible, eh bien, les formes récidivantes, c'est-à-dire que le patient perd connaissance, se réveille au bout de quelques secondes, et puis on le réassied, on le remet debout un peu précocement dans les syndromes neurocardiogéniques, et de nouveau il reperd connaissance. Voilà, donc là, des formes répétitives sur un temps assez court qui évoquent en général une étiologie plutôt vagale. Les diagnostics différentiels, eh bien, vous avez toutes les autres causes de perte de connaissance, comme l'épilepsie en premier, cause neurologique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu les cours de neurologie, mais vous verrez, c'est assez typique. Il y a une aura, le patient pousse un cri ou un symptôme prémonitoire. Ensuite, il va avoir ses mouvements convulsifs, tomber. Et puis, il y aura une phase d'amnésie post-critique assez importante. Là aussi, l'interrogatoire vous orientera vers ce diagnostic. Et puis, toutes les autres causes de coma, qui sont des comas métaboliques, en premier lieu l'hypoglycémie,
Les comas toxiques avec l'intoxication carbone et tout ça, bien sûr, sont des pertes de connaissances qui sont prolongées, dans lesquelles vous avez un contexte qui vous oriente. Il est très rare qu'un accident neurologique pur, donc un accident ischémique transitoire, donne uniquement une perte de connaissance. Vous avez toujours des signes neurologiques associés, et une perte de connaissance suspendue comme ça, brève, sans signe neurologique associé, ça ne peut pas être un accident neurologique. Et enfin, je vous l'ai dit, bien sûr, les pertes de connaissance dues à un traumatisme ou un arrêt cardio-circulatoire par fibrillation ventriculaire. La lipothymie, eh bien, c'est une syncope à minima. Même mécanisme, l'hypoperfusion cérébrale, mais par contre, vous n'avez pas de perte de connaissance avec chute. Vous avez une espèce de malaise global. Le patient a des sueurs, il ne se sent pas bien, brouillard visuel, il sent qu'il va tomber, mais il ne perd pas connaissance complètement. Et le diagnostic différentiel de ces lipothymies vont être les vertiges. Les vertiges, donc le patient a l'impression que tout tourne autour de lui. Il a l'impression d'être dans un manège, il voit tout tourner, mais il n'a pas cette espèce de flou, de brouillard et de voile noir devant les yeux où il dit « Oh là là, ça ne va pas, moi je tombe ». Donc le vertige, en général, vous allez l'envoyer à l'ORL. Hein, c'est un problème d'oreille interne, syndrome de Ménière ou cholestéatome. La drop attack, donc c'est un patient qui tout d'un coup chute dans la rue et se retrouve sur les genoux, mais en étant tout à fait conscient. Là encore, pas du tout de perte de connaissance. Donc, on évoque éventuellement une pathologie vertébro-basilaire, vous verrez tout ça en neurologie. Et puis enfin, vous avez aussi donc pour les syncopes vraies aussi, il y avait cette possibilité d'origine psychiatrique, hein, des patients qui perdent de connaissance dans un contexte de pathologie psychiatrique, donc soit avec chute, soit sans chute. Alors les syncopes, c'est très important parce que lorsque vous prendrez des gardes aux urgences, quel que soit... Oui. Cataplexie, ce sont des patients qui tout d'un coup ont une suspension de conscience et ne répondent plus à l'entourage. Hein, voilà. Bon. Donc syncope, pathologie extrêmement fréquente, 1% de consultation aux urgences. Donc vous serez forcément amené à en voir à chacune de vos gardes. Vous verrez des gens qui viennent hospitaliser en urgence pour une syncope. Et vous voyez que finalement 3% des patients de la population, des sujets d'une population ont à avoir une syncope au cours de leur vie, donc c'est quelque chose de très fréquent. Il est possible de récidiver les syncopes, en général, donc ce sont des gens chez qui on ne retrouve pas forcément d'étiologie et qui vont refaire des syncopes. C'est habituellement de bons pronostics, bien sûr. Hein, les syncopes très récidivantes, c'est rarement très grave. La signification pronostique est extrêmement variable, c'est-à-dire qu'une syncope peut être quelque chose d'assez banal, on va voir notamment dans les syncopes vasovagales, et puis ça peut être la première manifestation de quelque chose de grave qui va être l'arrêt cardio-circulatoire, donc le décès du patient par fibrillation ventriculaire. Donc à chaque fois qu'un patient vient pour une syncope, il ne faut pas le traiter par-dessus la jambe, il faut toujours, on va voir un petit peu la procédure, un interrogatoire, l'examen clinique, un minimum d'examens complémentaires, et toujours regarder s'il n'y a pas une pathologie qui pourrait donner à cette syncope une signe de gravité, de telle façon qu'on ne laisse pas repartir le patient pour éviter de le voir revenir par le SAMU sur un arrêt cardiaque. Et malheureusement, c'est une pathologie qui laisse souvent le médecin sur sa faim, car malgré tout le bilan qu'on fait, dans 30% des cas, on n'arrive pas forcément à trouver une étiologie à ce type de symptômes. Ça, c'est un petit peu l'histogramme de l'incidence des syncopes en fonction de l'âge. Et vous voyez qu'il y a deux pics. Un pic chez les sujets jeunes, dans l'adolescence, entre 15 et 20 ans. Et puis, donc, ce pic correspond essentiellement au malaise vasovago. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu des malaises vagos, mais bon, en général, il y a au moins une dizaine de collègues qui ont déjà eu ça. Donc, pathologie du sujet jeune qui va s'amender avec le temps, disparaître au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et par contre, un deuxième pic va survenir chez les gens âgés, où vous allez voir les causes, plutôt hypotension orthostatique et les autres syndromes neurocardiogéniques et les cardiopathies. Donc on a bien vu le mécanisme physiopathologique. Vous allez avoir une hypoperfusion cérébrale transitoire due soit à une chute des résistances périphériques, donc il y a une hypotension très marquée, soit
d'origine cardiaque, une diminution du débit cardiaque par trouble du rythme. Vous savez que le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection par la fréquence cardiaque. Si vous diminuez le volume d'éjection, soit par un trouble du rythme, soit par une obstruction mécanique à l'éjection, ou bien si vous modifiez la fréquence cardiaque, dans l'extrême haut, tachycardie, dans l'extrême bas, bradycardie, vous allez avoir une chute du débit cardiaque et une hypoperfusion cérébrale. Exceptionnellement, il s'agit uniquement de troubles des résistances vasculaires des vaisseaux du cou. Donc ça sont des causes très rares. Alors les syncopes, 4 causes importantes, syncope réflexe, et vous avez essentiellement les syncopes vasovagales. Alors l'HSSC, c'est compliqué, mais non, c'est l'hypersensibilité du sinus carotidien. Et puis les syncopes situationnelles, c'est-à-dire qui surviennent dans certaines situations qui déclenchent, donc notamment les syncopes à la toux. Vous avez des ictus laryngés, ce sont des gens qui toussent très fort, et au maximum de l'effort de toux, ils syncopent. Alors c'est pas très grave, il faut régler le problème de la toux, on règle le problème des syncopes. Donc toutes ces syncopes situationnelles rentrent dans les syncopes réflexes, c'est une hypertonie vagale, mais il suffit de corriger l'anomalie initiale et les patients n'auront plus de syncope. Syncope réflexe, on va les voir tout à l'heure, c'est les causes fréquentes, notamment chez le sujet jeune. La deuxième cause, syncope par hypotension orthostatique, donc il y a une chute de la pression artérielle qui peut survenir dans deux situations en général, soit iatrogène, on va voir quels sont les médicaments qui peuvent créer ces hypotensions, soit une anomalie du système nerveux autonome qui apparaît chez le sujet âgé, notamment dans le cadre de la maladie de Parkinson. Le deuxième versant, modification des troubles du rythme modification du débit cardiaque due à des troubles du rythme. Et je vous l'ai dit, ça peut être des bradycardies, donc un rythme trop lent. Et vous avez deux causes de bradycardie, le bloc sino-auriculaire ou le bloc auriculo-ventriculaire, ou au contraire des tachycardies où le cœur va être trop rapide. Donc si le cœur est très rapide, le remplissage du cœur se fait donc pendant la diastole. Lorsque le cœur s'accélère, c'est le temps diastolique qui se raccourcit. Donc le cœur ne va plus se remplir et s'il ne se remplit pas, il ne va pas s'éjecter. Donc ceci explique ces chutes du débit cardiaque dans les tachycardies. Et dans les tachycardies, tout peut être vu, que ce soit à l'étage auriculaire, jonctionnel ou ventriculaire. L'autre cause et dernière de syncope va être les obstructions à l'éjection, donc les obstructions mécaniques à l'éjection cardiaque, et vous pouvez décliner toutes les pathologies cardiaques. À la phase aiguë d'un infarctus extrêmement grave, dans le rétrécissement aortique où il y a une sténose de la valve aortique, donc une gêne à l'éjection ventriculaire, et qui s'exprime notamment à l'effort, parce que c'est à l'effort que le débit cardiaque va être insuffisant pour une vascularisation correcte du cerveau. Vous avez les embolies pulmonaires, dont vous a parlé tout à l'heure le professeur Lafont. Quand vous avez une obstruction bilatérale extrêmement sévère, eh bien, le ventricule droit ne va pas pouvoir faire pomper contre cet obstacle. Vous avez les cardiomyopathies hypertrophiques, l'hypertension artérielle pulmonaire et la dissection aortique. Donc toutes ces causes-là sont une gêne à l'éjection ventriculaire tant droit que gauche et vont aboutir potentiellement à une syncope. Et encore une fois, dans 30% des cas, on ne va pas retrouver de cause à la syncope.